France Info Météo avec Logis. 2600 hôtels-restaurants très différents partout en France et en Europe. À retrouver sur logihôtel.com. Et avant le 6-8 de France Info, dans une minute, un mot du temps de ce lundi. Un ciel encore bien chargé de nuages, sauf autour de la Méditerranée, et pas très chaud pour la saison. On attend quand même encore pas mal de pluie. Ce matin, les températures sont généralement comprises entre 5 et 12 degrés, un peu plus sur les rivages du sud. Et pour l'après-midi, entre 17 et 23 sur la plupart des régions de France, 24 à 27 près de la Méditerranée. Tout de suite, on va à Rosny-sous-Bois, le premier rendez-vous de la journée, en direct pour voir comment on circule ce matin sur les routes de France avec Michel Berga. Michel, on signale un accident sur l'autoroute A1 dans la traversée de l'Oise. Accident de poids lourd à proximité de la barrière de Chamans, située quelques kilomètres au nord de Senlis. Attention, les fils de gauche et médiane de l'autoroute sont neutralisés dans les deux sens, du gasoil s'étant répandu sur la chaussée. En Haute-Saône, déviation du trafic dans les deux sens sur la nationale 57, commune de Fougerolles, en raison là aussi d'un grave accident. Et puis en banlieue est parisienne, un accrochage entre deux véhicules est signalé sur la francilienne du côté de Villeparisis en remontant vers Roissy. C'était France Info Trafic avec la GMF qui partage les valeurs du rugby. Performance, solidarité et engagement depuis plus de 25 ans. GMF, assurément humain. Vous écoutez France Info, il est 6h, c'est l'heure du 6-8, 2 nouvelles heures d'information et c'est avec Céline Beit-Darcourt. Bonjour Céline. Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous. C'est un 6-8 bien sûr largement consacré à la tuerie de Bruxelles contre le musée juif le 24 mai dernier. Un homme est en garde à vue depuis vendredi, fortement suspecté d'être l'auteur de ce carnage qui a fait 3 morts et un blessé grave. Son nom, Mehdi Nemmouche, il est français, originaire du Nord. Il a sombré dans l'islam radical en prison où il a fait de nombreux séjours. Il est parti en Syrie pendant plus d'un an. Beaucoup de questions encore ce matin. A-t-il agi seul? Comment se fait-il qu'il n'ait pas été surveillé, lui qui avait été signalé pour son comportement prosélyte en détention? Que faire contre ces djihadistes en puissance? Nous allons vous éclairer sur ces points avec nos spécialistes, nos invités, notamment le député socialiste Dominique Rimbourg, qui est le rapporteur du projet de loi de la réforme pénale. On va lui demander ce qui est prévu pour les individus de ce genre. Nous joindrons aussi nos envoyés spéciaux à Bruxelles, à Roubaix, auprès de la famille du suspect. Nous verrons ce que pense ce matin la communauté juive. Vous êtes sur France Info, merci de votre fidélité. Il est 6h01. Retour dans le journal sur cette arrestation et d'abord les autres titres de l'actualité. Bonjour Simon Le Baron. Bonjour Céline, bonjour à tous. Il a passé 5 ans aux mains des talibans en Afghanistan. Un sergent de l'armée américaine a été libéré ce week-end, échangé en fait contre 5 islamistes emprisonnés à Guantanamo. Au sommaire également les sports, match nul, un partout hier entre la France et le Paraguay en match de préparation à la Coupe du Monde de football. Et le début de la deuxième semaine à Roland-Garros, Gaël Monfils est le dernier Français en lice. Il va tenter de se qualifier pour les quarts de finale. Le Français de 29 ans, soupçonné donc d'être l'auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles, est toujours en garde à vue ce matin. Il n'aurait encore rien dit aux enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure, mais on en sait un peu plus sur son parcours depuis l'annonce de son arrestation hier matin. L'homme originaire du nord de la France a passé plus d'1 an en Syrie à partir de la fin de l'année 2012. Mehdi Nemmouche aurait combattu là-bas aux côtés des djihadistes d'après le procureur de Paris. Il avait avant cela passé plusieurs années en prison, notamment pour des vols avec violence. Benoît Colombat sait justement derrière les barreaux qu'il se serait radicalisé. C'est lors de sa dernière incarcération dans le sud-est de la France que Mehdi Nemmouche se distingue par son prosélytisme extrémiste et ses liens avec des islamistes radicaux. L'administration pénitentiaire alerte les services français, mais 3 semaines après sa sortie de prison, le 4 décembre 2012, Mehdi Nemmouche quitte la France, direction la Syrie, en passant par Bruxelles, Londres, Beyrouth et Istanbul. Selon le procureur de la République de Paris, il passe alors plus d'1 an aux côtés de djihadistes, tels que l'État islamique de l'Irak et du Levant. Début 2014, il rejoint la Turquie et brouille les pistes. Le 21 février, il quitte Istanbul pour la Malaisie, Singapour et Bangkok. Le 18 mars 2014, il est finalement contrôlé par les douaniers allemands qui alertent les services français. Mais l'homme a coupé les ponts avec ses proches et n'a pas de domicile connu. Il échappe aux policiers français et belges jusqu'à son arrestation par hasard à Marseille, avec des enquêteurs qui s'interrogent pourquoi avoir conservé Kalachnikov, revolver et matériel vidéo avec lui. Avait-il l'intention de s'enfuir ou de passer à nouveau à l'action ?
Alors pour l'instant, l'homme n'est que suspect, mais le procureur de Paris, François Molins, parle d'un très fort faisceau d'indices graves et concordants. Lors de son arrestation vendredi à la gare routière Saint-Charles à Marseille, il avait sur lui un revolver et une Kalachnikov, des armes similaires à celles utilisées à Bruxelles. Une vidéo a également été retrouvée dans les bagages du suspect dans laquelle un homme, dont la voix est semblable à celle de Mehdi Nemmouche, affirme avoir commis l'attentat au musée juif de Belgique. L'enquête se poursuit. 2 perquisitions ont eu lieu hier à Tourcoing où l'homme a grandi, chez sa grand-mère et sa tante. Sa famille se dit très choquée après avoir appris son arrestation à la télévision. L'envoyée spéciale de France Info à Tourcoing, Alice Serrano, a rencontré l'une des tantes de Mehdi Nemmouche. On est tous choqués, on n'est pas bien et on s'y attendait pas. Ce matin aux informations, j'ai vu son nom et son prénom et là, c'était un choc. On réalise, on est tous sous la tension, on est tous énervés. C'est dur. Sur tout ce qui est personnel, on ne savait rien de lui. C'était quelqu'un qui gardait tout en lui. Je pense que la radicalisation s'est faite en prison et pas à l'extérieur. Parce que quand on l'a quitté, il n'était pas comme ça du tout. Il n'en parlait pas de la religion. C'était un petit coucou, un petit bonjour, je vais bien, ne vous inquiétez pas pour moi. Pas de téléphone, pas de courrier, rien du tout. Non. Pas de courrier, non, aucun. Aucune visite. De toute façon, il a refusé les visites. L'une des tantes du Français de 29 ans soupçonné d'être l'auteur de la tuerie au musée juif de Bruxelles il y a une dizaine de jours. L'homme serait donc tombé dans l'islam radical en prison avant d'aller combattre en Syrie. Son profil risque de relancer le débat sur la surveillance des Européens candidats au djihad. Le Premier ministre belge Elio Di Rupo réclame une coopération européenne renforcée. Il s'est entretenu hier avec François Hollande. Selon les dernières estimations, 780 personnes vivant en France seraient en route vers la Syrie, auraient déjà rejoint ce pays ou en seraient revenus. D'après Jean-Pierre Filiu, spécialiste de l'islam contemporain et professeur à Sciences Po Paris, la seule façon d'enrayer ce phénomène, c'est de mettre fin à la guerre en Syrie. La racine du mal, c'est la Syrie. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut en Europe, renforcer, légiférer, contrôler. Tant qu'en Syrie, on a une espèce de trou noir djihadiste qui absorbe, attire, enrôle, forme, radicalise, renvoie des centaines de ressortissants européens, le problème ne va pas cesser. Or, c'est bien là-bas qu'il faut le régler, beaucoup plus qu'ici. Je rappelle que la France est intervenue au Mali, alors que AQMI n'avait pas de capacité de frapper le territoire national. Là, on est face à une organisation, l'État islamique en Irak et au Levant, avec un nouveau Ben Laden qui s'appelle Bardadi, et qui a sous sa coupe des milliers de djihadistes et demain de terroristes, et je crois qu'ils ont d'ores et déjà préparer un attentat d'ampleur en Europe. Jean-Pierre Filiu, spécialiste de l'islam contemporain et professeur à Sciences Po Paris. En Syrie, justement, c'est aujourd'hui que s'achève la campagne électorale. La présidentielle aura lieu demain, une élection que Bachar al-Assad est assuré de remporter. Le scrutin doit se dérouler dans les régions tenues par le régime, loin des zones de combat. L'opposition fustige une élection du sang. Le conflit a fait plus de 160 000 morts en 3 ans. Les talibans revendiquent une grande victoire. 5 anciens cadres du régime taliban ont été libérés ce week-end. Ils étaient emprisonnés à la prison américaine de Guantanamo. En échange, les rebelles islamistes ont relâché un sergent américain, Bo Bergdahl. Ce soldat de 28 ans avait été capturé il y a 5 ans par les talibans dans le sud-est de l'Afghanistan. Il est arrivé hier en Allemagne, Nathalie Versieux. Aucune durée n'a été fixée au séjour en Allemagne du sergent Bergdahl, arrivé hier matin à l'hôpital militaire américain de Landstuhl, à l'ouest du pays. Il y a commencé un processus de réadaptation. Il aura du temps pour raconter son histoire, décompresser et reprendre contact avec sa famille, selon une source américaine. Il avait au préalable subi de premiers examens médicaux samedi sur la base américaine de Bagram en Afghanistan, où il était apparu en bonne santé. Le sergent Bergdahl avait été échangé samedi contre 5 talibans emprisonnés à Guantanamo. Il se rendra prochainement à la base américaine de San Antonio, au Texas. Berlin, Nathalie Versieux pour France Info. Une bombe a explosé hier dans un stade de football au Nigeria. Plus de 40 personnes ont été tuées à Mubi, dans le nord-est du pays. La plupart des victimes seraient des supporters. La bombe aurait en fait explosé sur le terrain au moment où les spectateurs traversaient donc le terrain après le coup de sifflet final. 6h08 sur France Info. L'équipe de France
de foot a été accroché hier soir par le Paraguay. Les Bleus ont fait match nul 1-1 contre les Sud-Américains à Nice en match de préparation à la Coupe du Monde. Les joueurs de Didier Deschamps sont apparus moins à l'aise que contre la Norvège mardi dernier. Ils l'avaient emporté 4-0. Dernier match amical dimanche à Lille contre la Jamaïque avant de s'envoler pour le Brésil. Et à moins de 2 semaines du premier match du mondial pour les Bleus, l'état de forme de Franck Ribéry est de plus en plus inquiétant. Le milieu de terrain du Bayern Munich souffre du dos. Le staff de l'équipe de France devrait quand même l'intégrer à la liste définitive des 23. Elle sera donnée ce soir par Didier Deschamps à la FIFA. Mais pour le moment, Franck Ribéry n'est pas en état de jouer. C'est ce qu'a dit hier soir l'attaquant Loïc Rémy. Pour l'instant, Franck est pas opérationnel, donc pour nous c'est sûr que c'est un handicap, on va pas se le cacher. Maintenant, on essaye de pallier son absence du mieux possible. Que ce soit moi ou les autres joueurs alignés sur le côté gauche, on essaie de donner le meilleur. Mais on sait que Franck est une pièce maîtresse de cette équipe et qu'il manque beaucoup. Mais voilà, je pense que, écoutez, ça devrait aller. J'espère en tout cas que ça va aller pour lui. Et puis on verra ce qui se passera d'ici le début de la Coupe du Monde. Mais bon, il y a encore pas mal de temps, donc j'espère qu'il aura récupéré d'ici là et il pourra intégrer le groupe assez rapidement. L'attaquant de l'équipe de France de football, Loïc Rémy. La deuxième semaine commence à Roland-Garros, fin des 8e de finale aujourd'hui aux internationaux de France de tennis. Chez les hommes, il n'y a plus qu'un Français en lice après la lourde défaite de Jo-Wilfried Tsonga hier en 3-7 face à Novak Djokovic. Gaël Monfils va tenter de se qualifier pour les quarts de finale. Il affronte Guillermo Garcia Lopez. L'Espagnol est un spécialiste de la terre battue, mais Gaël Monfils, lui, ne cesse de surprendre Fabrice Abgral. Il y a quelque chose d'imprévisible chez Gaël Monfils, d'incompréhensible parfois, d'insaisissable très souvent. Un truc indéfinissable qui fait de lui un joueur hors norme. Et cette différence, Gaël Monfils la cultive. C'est un électron libre qui défie les lois du tennis, sur et en dehors du court. Le tennis c'est bien, c'est son métier, mais dans son esprit ça reste un sport dans lequel il faut prendre du plaisir. Du plaisir, Monfils en prend quand il gagne, quand il se fait mal sur le court, quand il repousse ses limites et quand il communie avec le public. Franchement, ça me fait plaisir parce que il est important, il m'aide et le public est magnifique, me pousse, donc je prends vraiment beaucoup de plaisir grâce à eux, c'est sûr. Gaël Monfils a besoin du public pour surmonter la fatigue, car Monfils est entamé physiquement. Il ressent aujourd'hui le contre-coup des efforts fournis jusque-là et des effets néfastes d'une préparation tronquée en raison d'une blessure à la cheville. Il n'y a plus beaucoup d'essence dans le moteur de Gaël Monfils, mais peu importe. Comme je dis, chaque année, c'est bête, mais il y a cette petite magie à Roland-Garros qui m'aide, et donc j'espère qu'elle va m'aider encore, quoi. Roland-Garros, Fabrice Abgral, France Info. Les Molières sont de retour. La cérémonie de remise des prix du théâtre français avait disparu en 2011 après le départ de 29 directeurs du théâtre privé mécontents de la sélection. Eh bien, elle revient ce soir sur France 2 avec Nicolas Bedos en maître de cérémonie. L'émission est enregistrée aux Folies Bergères à Paris à 19h. Elle sera diffusée à 22h15. Pourquoi donner sa vie aujourd'hui? C'est l'enquête lancée par Radio France à l'occasion du centenaire du déclenchement de la Grande Guerre. On l'a vu il y a une semaine lors des élections européennes, beaucoup de Français ne croient plus en la politique. Alors, jusqu'où sommes-nous prêts à aller aujourd'hui pour défendre nos valeurs, la liberté, l'égalité, la paix, le respect? Nous vous avons posé la question. Comment vous engagez-vous aujourd'hui? On voit cela avec Clément Lacaton. 7 Français sur 10 se disent prêts à risquer ou à donner leur vie pour défendre leurs valeurs. Un chiffre qui étonne beaucoup Hugo et Clémence. Ouais, c'est vraiment facile à dire. Et dire oui, je suis prêt à donner ma vie pour les valeurs. En attendant, je pense qu'on peut mener d'autres combats que donner sa vie. Il n'y a pas de fatalisme, mais juste on peut juste battre au quotidien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, pour ces valeurs. Les 3 valeurs les plus importantes aux yeux des Français, la solidarité, l'écologie et l'éducation. Mais pas question de mourir pour son pays, 20% seulement des personnes interrogées. Non, pour beaucoup, seule la famille et la défense de ses idéaux pourraient valoir un sacrifice, comme en témoignent Lucas et Hélène. Ça suppose un engagement de tous les jours, que ce soit auprès de ses amis ou de son entourage proche. Défendre ses valeurs et dès qu'on peut les affirmer lors des manifestations par exemple, le faire haut et fort. Mais est-il vraiment possible de s'engager tous les jours, Ismaël? Non, l'engagement se fait dans des moments de crise en fait. Et surtout à travers les manifestations pour Eric. Le phénomène est forcément un phénomène de masse et c'est compliqué toujours d'agir seul. Ce n'est que par la mobilisation solidaire et citoyenne qu'à mon avis, on va pouvoir agir au mieux de nos valeurs républicaines. Pour agir, plusieurs moyens selon ce sondage. Voter, adhérer à une association, signer une pétition, descendre dans la rue et loin derrière, rejoindre un syndicat ou un parti politique. Clément Lacaton, France Bleu Alsace pour France Info. Et vous pouvez retrouver tous les résultats de cette enquête Radio France sur notre site internet franceinfo.fr. Il est 6h13 et vous retrouvez Céline Baïdarcourt. Merci Simon.